Eh ben bonjour tout le monde! Eh ben dites donc, ça faisait longtemps, hein. Je dois dire que ça m'avait presque manqué cette histoire de vous parler comme ça au travers d'une caméra. Allez, sans plus attendre, on va rentrer dans le cœur du sujet, puisqu'il y a quelque temps, j'ai donné une conférence sur les états modifiés de conscience et j'avais envie de vous la proposer, de vous en faire part sous un format un peu plus YouTube. Et juste avant de commencer, j'aimerais encore vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, toutes les questions posées sur cette chaîne. C'est grâce à vous et c'est pour vous que cette chaîne est là. Et c'est grâce à vous si elle vit, donc merci infiniment. Et donc cette conférence s'intitule « Ces états modifiés de conscience qui guérissent ». Parce qu'on en vit tous, hein, des états de conscience modifiés, par exemple quand on est un petit peu dans la lune, quand on fait quelque chose qui nous passionne, la danse, hein, ça nous permet d'entrer dans une forme de transe, la danse, quand on regarde la télévision. Il y a également cet outil, hein, ici, qu'on a à peu près tous dans notre poche, qui est peut-être l'outil le plus hypnotisant qui existe actuellement. Eh bien, toutes ces choses sont des états de conscience modifiés, mais nous, on va s'intéresser uniquement à ceux qui guérissent, parce qu'on se rend bien compte que ce genre d'outil, ici, ça va plus nous faire peut-être du mal que du bien. En tout cas, ça dépend comment on l'utilise. Et juste avant de commencer cette conférence, j'aimerais vous remercier. Merci à vous de vous intéresser aux états de conscience modifiés. Merci à vous de regarder cette vidéo. C'est vrai qu'il y a quelque temps, j'ai une amie qui m'a dit « Je viendrais bien voir ta conférence, mais le titre me fait peur ». Et vous avez réussi à braver cette peur, vous vous intéressez aux états de conscience modifiés, donc vraiment merci. Et puis c'est vrai qu'on dit que les humains ont exploré les forêts, les montagnes, les profondeurs des océans, l'immensité de l'espace, mais reste un endroit qui a été très très peu exploré, c'est notre propre conscience. Et le fait que vous soyez là, que vous regardiez cette vidéo, ça prouve que vous êtes des pionniers, vous êtes des aventuriers de la conscience. Et encore pour cela, merci. Merci pour ça. On a besoin de vous. Alors, qui suis-je? Eh bien, mon nom est Alexandre Christ. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis hypnothérapeute dans le Jura suisse. Et j'ai un background professionnel un petit peu particulier puisque j'ai un diplôme d'ingénieur designer. Et j'aime bien cette double casquette d'ingénieur-designer, une double casquette qui a tenté d'allier deux mondes qui semblaient difficilement, ou qui avaient du mal en tout cas à communiquer, le monde du design, un monde créatif, un monde de rêve, et le monde de l'ingénierie, un monde très technique, un monde très scientifique. Et cette formation, eh bien, a réussi à marier ces deux casquettes qui semblaient pourtant opposées. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver non seulement sur cette chaîne YouTube, mais également dans cette conférence, puisqu'on va tenter d'allier deux mondes comme ça qui semblent complètement différents, complètement opposés, à savoir le monde scientifique, on va parler beaucoup d'études scientifiques dans cette conférence, mais aussi le monde spirituel. Et vous allez voir qu'on va réussir à allier ces deux mondes qui semblent pourtant opposés. Alors, dans cette conférence, comme vous le voyez à l'écran, on va parler de reconnexion à soi, de reconnexion à notre être le plus profond. Bien sûr, on va parler de guérison, puisque ça s'appelle ces états modifiés de conscience qui guérissent. Bien sûr, on va parler d'état de conscience. Bien sûr qu'on va parler d'hypnose. Je suis hypnothérapeute. Et d'ailleurs, en fin de conférence, je vais vous proposer une petite expérience hypnotique, justement pour pouvoir vous reconnecter à vous. Et puis, comme vous le voyez, il y a des thèmes peut-être un petit peu étonnants. On va parler d'alcool, on va parler de drogue, notamment de psychédéliques. On va aussi faire un tour chez les chamans. On va parler de politique, on va parler d'amour, de peur. Et ça peut paraître comme ça étonnant de voir tous ces termes inscrits, des termes qui parfois sont opposés, comme l'est l'ingénieur designer. Mais vous allez voir que quand on va les mettre ensemble, ça va créer quelque chose de très beau, comme une explosion de couleurs. Et en ce début de conférence, j'aimerais vous parler d'un état modifié de conscience à partir d'un produit qui s'appelle l'ayahuasca. C'est une mixture qui est préparée par des chamans en Amérique du Sud, qui est composée de deux plantes, qui est cuite pendant plusieurs heures et qui a des propriétés psychoactives psychédéliques. Quand les chamans prennent ce breuvage, ils disent pouvoir se connecter à d'autres mondes, se connecter aux esprits de la forêt, aux esprits de la guérison, pour pouvoir justement apporter la guérison
aux personnes qui en auraient besoin. Et cette substance est utilisée et connue depuis 4 à 5 000 ans en arrière. Rendez-vous compte, on est en 2025, donc on retourne moins 2000, voire moins 3000 en arrière. Ouais, ça fait plus de 4000 ans que les chamans d'Amérique du Sud utilisent l'ayahuasca dans des rituels de guérison. Alors bien sûr, les scientifiques se sont intéressés à cette substance puisque, voilà, ça fait plus de 4000 ans que c'est utilisé, certainement qu'il doit y avoir des choses intéressantes à l'intérieur. Et ils ont découvert que la substance psychoactive qu'il y a à l'intérieur s'appelle la DMT, et cette DMT aurait des propriétés très intéressantes pour soigner des maladies telles que la dépression, telles que des troubles de l'anxiété, notamment les TOC, et puis aussi tout ce qui est lié aux dépendances. Alors ça, c'est pour l'Amérique du Sud. En Europe, on n'a pas d'ayahuasca, tout simplement parce que pour fabriquer l'ayahuasca, il faut des plantes qu'on trouve seulement dans la forêt amazonienne. Mais les guérisseurs de l'époque, vous savez, les druides, les sorciers, les sorcières, utilisaient aussi des plantes pour modifier l'état de conscience, pour guérir. Et en l'occurrence, ils utilisaient notamment, entre autres, les psylos. Vous savez, ces champignons hallucinogènes qu'on peut trouver notamment dans ma région, là où j'habite, mais qu'on peut trouver un petit peu partout en Europe. Et dans ces champignons hallucinogènes, il y a une substance qui s'appelle la psilocybine, une substance psychoactive, psychédélique là aussi, qui permettait aux chamans d'Europe, donc aux druides, aux sorciers, aux sorcières, de faire leur voyage aussi, de se connecter aux esprits de la nature, aux esprits de la guérison, à divers esprits, pour pouvoir justement permettre la guérison. Et cette psilocybine a été étudiée également par les scientifiques avec des résultats similaires à l'ayahuasca, donc de très bons résultats pour tout ce qui est troubles de l'anxiété, troubles des dépressions ou encore des dépendances. Puis on a découvert que cette psilocybine aurait été utilisée depuis encore plus longtemps que l'ayahuasca, puisqu'on estime que nos ancêtres de néandertaliens, utilisaient déjà de la psilocybine dans des rituels de guérison. Et puis il y a même certaines études scientifiques, théories scientifiques, qui ont comme postulat que c'est grâce aux champignons hallucinogènes que notre cerveau se serait autant développé, que notre conscience se serait autant développée. Et donc ce serait grâce à des champignons hallucinogènes que l'être humain serait l'être humain qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de druides, en tout cas plus de druides qui utilisent des substances psychoactives. Vous n'allez pas pouvoir trouver, ou en tout cas peut-être pas de façon officielle, quelqu'un, un druide ou un sorcier qui va vous donner de la psilocybine pour vous guérir. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ceci n'a pas plu à l'Église. Quelqu'un qui comme ça peut se connecter à des esprits, quelqu'un qui peut se connecter à l'esprit de la guérison, aux esprits de la nature, forcément ça n'a pas du tout plu à l'Église et tout ce qui est druides, sorciers, sorcières, on sait ce qui leur est arrivé, ils ont été persécutés par l'Église et tous ces rituels de guérison ont été perdus en même temps que cette extermination. Tout ce savoir a été perdu en même temps que cette extermination de ces guérisseurs d'antan. Et puis dans les années 40, une substance a été découverte un petit peu par hasard par un Suisse qui s'appelle Albert Hofmann, qui s'appelle le LSD. Et Albert Hofmann a testé vraiment cette substance un petit peu par hasard sur lui-même. Il a remarqué que c'était un puissant psychédélique. Alors que Albert Hofmann était en train de faire des recherches, puisque c'était un scientifique, un chimiste qui travaillait pour la pharmaceutique pour découvrir de nouveaux médicaments. Il travaillait sur l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est un champignon qui attaque notamment le seigle. Et on a découvert que cet ergot de seigle était également utilisé depuis des années et des années en arrière, notamment par Platon, pour décaler l'état de conscience. Et Albert Hofmann cherchait un médicament justement à partir de cet ergot de seigle. Il a découvert le LSD et les scientifiques, il y a eu pas mal d'études scientifiques sur le LSD à cette époque-là, qui ont démontré également, comme la psilocybine, comme la DMT de l'ayahuasca, qu'il y avait d'excellents résultats sur tout ce qui est dépression, anxiété, TOC et dépendance. Puis on connaît un petit peu l'histoire du LSD, il a fui des laboratoires, il s'est retrouvé dans la vie civile, et puis assez rapidement, il a été interdit. Mais si on se replonge un petit peu dans le passé, on a dit que la psilocybine a été aussi interdite, c'est comme si on avait décidé de nous interdire un accès à notre conscience, comme si on avait voulu fermer
la porte à notre conscience. Tous ces produits psychédéliques ont été interdits pour nous empêcher d'avoir accès à notre conscience. On nous a fermé cette porte. Alors on pourrait se demander pourquoi on nous a fermé l'accès à notre conscience, pourquoi on nous a interdit de modifier comme ça nos états de conscience avec ces psychédéliques. Eh bien, cette question du pourquoi, il y a un scientifique qui se l'est posé. Il s'agit de David Nutt. David Nutt, c'est un neuropsychopharmacologue qui était conseiller scientifique pour le gouvernement britannique dans les années 2000-2010 et qui s'est vraiment demandé pourquoi ça a été interdit. Et son postulat de base, c'est de se dire, certainement que c'est interdit parce que c'est dangereux pour l'humain. Il y a vraiment un risque de santé publique. Et il a mené une large étude sur toutes les drogues pour établir un classement officiel des drogues les plus dangereuses et des drogues les moins dangereuses. Et il en ressort ainsi ce graphique. On voit que tout en haut, il y a les drogues les plus dangereuses et tout en bas, les drogues les moins dangereuses. Et il allait le plus loin possible dans son classement, en créant notamment deux grandes catégories de dangerosité, les méfaits pour le consommateur et les méfaits pour les autres, pour l'extérieur. Et on le voit sur ce graphique, en violet, il y a les méfaits pour le consommateur et en rouge, les méfaits pour les autres. Dans les méfaits pour le consommateur, il y a notamment la mortalité. On sait parce que certaines drogues peut entraîner simplement la mort, soit par overdose, soit à force de détruire les organes à l'intérieur. Il y a également dans cette catégorie les dommages qu'on peut se faire. En prenant une drogue, par exemple, on peut peut-être perdre l'équilibre. Il y a aussi tout ce qui est dépendance, isolement social, etc., etc. Et puis, dans les méfaits pour les autres, on peut se rendre compte que le fait de prendre quelque chose qui altère notre état de conscience peut éventuellement, créer de la violence. Et du coup, on peut avoir de la violence et faire des méfaits sur les autres. On peut peut-être perdre son contrôle. On peut aussi créer des problèmes au sein de notre famille, des problèmes, etc., etc. Je vous laisse observer ce tableau qui est issu justement de cette étude qui a été publiée en 2010 dans le Lancet Journal. Et quand on observe justement ce tableau, on voit qu'il y a des drogues très dangereuses, avec 72 points de pénalité pour la plus dangereuse et des drogues beaucoup moins dangereuses avec seulement, entre guillemets, 6 points de pénalité de dangerosité. Donc il y a des drogues qui sont 10 fois plus dangereuses que d'autres. Et David Nutt a été très surpris de remarquer que la drogue la plus dangereuse pour l'être humain, c'est l'alcool, suivi de l'héroïne, suivi du crack. Et puis on voit que nos amis les psychédéliques se retrouvent tout en bas du classement, avec tout en bas vraiment les champignons hallucinogènes, et puis juste un peu au-dessus le LSD. Le LSD avec 7 points de pénalité contre 72 points de pénalité pour l'alcool. Donc selon cette étude de David Nutt, le LSD serait 10 fois moins dangereux pour l'être humain que l'alcool. Alors bien sûr, cette étude a créé un réel tollé dans le monde scientifique, vous vous rendez compte, on vous dit que l'alcool est 10 fois plus dangereuse que le LSD. Et d'ailleurs, David Nutt a tout simplement été viré de son poste de conseiller scientifique à l'époque du gouvernement britannique. Il y a d'autres scientifiques qui se sont dit, on va faire des contre-études pour voir si cette étude-là est vraie ou fausse. Alors, selon les méthodes de calcul, l'alcool change de place, il reste quand même toujours dans les trois, plus ou moins dans les 3 premiers, parfois les 2e, parfois les 3e, mais toujours avec ce trio de tête, alcool, héroïne, crack. Toutes les études sont plus ou moins d'accord et toutes les études montrent que les psychédéliques sont très très bas dans le classement. Là aussi avec parfois des différences. Enfin, quand je dis toutes les études, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il existe quelques études où l'alcool est beaucoup plus bas dans le classement. Mais quand on s'intéresse à ces études, on remarque qu'elles ont été financées tout simplement par le lobby de l'alcool. Et même dans ces études financées par le lobby de l'alcool, les psychédéliques restent moins dangereux que l'alcool. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être pas une question de dangerosité, alors c'est peut-être une question simplement de dépendance, parce qu'on sait que les drogues, on peut être très très dépendant. Alors oui, c'est vrai, il y a des drogues, typiquement l'héroïne ou le crack, qui rendent extrêmement dépendants. L'alcool aussi, on connaît tous les problèmes d'alcoolisme. En fait, comme le tabac,
qui est d'ailleurs en 6e position hein, sur ce graphique. Ces drogues, si elles rendent dépendantes, c'est qu'elles agissent sur le système de la récompense. Hein, comme le sucre, comme les jeux vidéo. Ça agit sur le système de la récompense. Ça libère de la dopamine. Et c'est ça qui fait qu'une substance crée une addiction physique, c'est quand ça joue sur le système de la récompense. Hein, nos neurones progressivement se bougent, s'atrophient. Ils prennent tellement l'habitude d'avoir cette substance qu'ils deviennent un petit peu paresseux. Ils ne créent plus eux-mêmes les substances nécessaires. Donc, on devient dépendant à une substance. En ce qui concerne les psychédéliques, ils ne jouent pas sur le système de la récompense. Ils jouent sur un autre système qui est le système de la sérotonine, le système du bonheur notamment, le système des rêves. Et donc, avec les psychédéliques, il n'y a aucune dépendance physique possible. Et au contraire de ce qui se passe quand on prend des substances qui rendent dépendantes, où les neurones, hein, on l'a vu, s'atrophient et deviennent de plus en plus feignants, il y a exactement l'inverse qui se passe quand on prend des psychédéliques. Hein, on a pu prouver, par exemple, en plaçant du LSD sur des neurones, qu'il y avait ce qu'on appelle de la neurogénèse, c'est-à-dire de la création de nouveaux neurones, de nouveaux circuits, de nouvelles connexions neuronales. Hein, donc, puisque c'est pas dangereux, puisque ça rend pas addict, la question du pourquoi les psychédéliques sont interdits reste toujours en suspens. Et pour un petit peu mieux comprendre, il faut se plonger dans l'histoire. Le premier homme à avoir interdit les psychédéliques, c'est un président américain. Il s'agit de Richard Nixon. Richard Nixon qui s'est lancé dans ce qu'on appelle la War on Drugs, la guerre contre les drogues. Et en fait, il a lancé cette guerre contre les drogues car il y avait une réelle menace contre la nation. Il y avait comme ça des groupes de personnes qui grandissaient de plus en plus et qui menaçaient vraiment la nation. Et ces groupes de personnes, c'était eux. Les hippies. Ben oui, imaginez ces rassemblements comme ça de personnes qui prônent la paix, qui prônent l'amour, qui prônent la liberté, qui prônent l'amour des autres, qui prônent l'amour de la nature, qui disent qu'il y a une connexion entre tous les êtres humains. Forcément, ça fait peur et ça menace une nation qui a besoin de personnel, notamment à cette époque-là, pour aller faire la guerre et la guerre du Vietnam. Replongeons-nous dans cette époque. Comment allez-vous convaincre des personnes qui pensent que tous les êtres humains sont connectés, que ce qui unit tous les êtres humains, c'est l'amour, c'est la paix? Comment vous allez les convaincre d'aller faire la guerre du Vietnam? Et Richard Nixon et ses conseillers ont très vite compris que ce qui permettait à ces hippies d'avoir accès comme ça à cet amour profond, à cette ouverture de conscience, eh bien, c'était les drogues. Et c'est pour ça qu'il a attaqué les drogues. Et quel est le meilleur outil qu'utilisent les politiques pour se battre contre l'amour? Eh bien, c'est la peur. Et on s'est lancé ainsi dans un combat amour contre la peur. Et c'est ainsi que Richard Nixon a lancé vraiment une large campagne anti-drogue et principalement anti-psychédélique, où on voyait des gens sauter par la fenêtre en nous disant que c'était très 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 dangereux. Et c'est un petit peu l'image qu'on a tous des drogues aujourd'hui. Eh bien, ça vient de cette époque-là, de cette propagande qui a été lancée par Richard Nixon. Et donc, pour éloigner cet amour, Nixon a utilisé la peur, et il n'y a peut-être que la peur qui peut comme ça éloigner l'amour. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'inverse est aussi vrai. L'amour peut éloigner la peur. Par exemple, si les psychédéliques ont autant de bons résultats sur l'anxiété, qui fait partie de la famille des peurs, c'est justement parce qu'on peut se reconnecter à un autre amour. Alors aujourd'hui, heureusement, les études scientifiques ont pu reprendre, parce que Nixon avait fait arrêter toutes les recherches scientifiques, avait vraiment banni les psychédéliques. Heureusement, aujourd'hui, la recherche scientifique a pu reprendre sur les psychédéliques et une nouvelle fois avec d'excellents résultats sur ces 3 domaines ici. Et quand on écoute les scientifiques qui nous expliquent comment ça marche, pourquoi ça marche, eh bien, ils utilisent souvent des métaphores, notamment la métaphore de l'iceberg. C'est comme si ce qu'on percevait de la réalité, c'était que la partie émergée de l'iceberg. Que la toute petite partie, alors que la réalité vraiment complète serait l'iceberg complet. Alors bien sûr, si la partie émergée de l'iceberg ne nous plaît pas et qu'on ne voit que ça, et qu'on oublie qu'il y a une partie beaucoup plus profonde, eh bien, on peut entrer dans des dépressions, par exemple. En revanche, quand on prend des psychédéliques, ça nous permettrait de
prendre du recul sur la réalité et de voir d'autres parties de l'iceberg. Peut-être qu'on ne le verra jamais tout entier, mais au moins de voir d'autres parties, d'autres solutions, et notre cerveau sera ainsi capable d'aller chercher d'autres solutions dans cet iceberg. Une autre métaphore qui est utilisée également par les scientifiques, c'est la métaphore du jeu de cartes. C'est comme si on avait en main 5 ou 6 cartes, et puis ces 5 ou 6 cartes représentaient notre réalité, en tout cas la réalité qu'on perçoit. Mais on oublie qu'il y a tout un jeu de cartes qui est également à notre disposition. Il est peut-être posé sur la table et on a le droit d'aller piocher dedans. Et les psychédéliques permettraient d'aller regarder dans ce jeu de cartes pour se dire « Ok, ces cartes-là pourraient me permettre d'avoir un meilleur jeu, une meilleure clé pour mon avenir. » Et c'est comme ça que ça pourrait fonctionner et ça pourrait aider les gens victimes de dépression, d'anxiété, etc., etc. En d'autres termes, c'est comme si de prendre des psychédéliques, en fait, finalement, d'ouvrir notre conscience à l'aide des états modifiés de conscience, permettait d'avoir un accès plus réel à ce qu'était la réalité. En fait, c'est comme si le fait de modifier son état de conscience permettrait d'avoir un accès vraiment privilégié à ce qu'est vraiment la réalité et pas seulement ce que notre cerveau nous raconte. C'est comme si notre cerveau nous racontait que la réalité c'est ça et pas autre chose, et le fait de modifier son état de conscience, ça nous permettrait d'avoir un accès plus large à la réalité telle qu'elle est vraiment. Alors je vous parle de tous les bénéfices des psychédéliques depuis quelques temps, et du coup on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il faudrait prendre, est-ce que tout le monde devrait prendre des psychédéliques? Et la réponse est non. Non, tout simplement et basiquement, déjà dans un premier temps parce que c'est simplement illégal. Donc, comme c'est illégal, on ne prend pas de psychédéliques. Puis on l'a vu, le score des psychédéliques dans le niveau de dangerosité, il n'est pas de 0, il y a quand même une certaine dangerosité. Et le principal danger des psychédéliques, c'est notamment de révéler des maladies telles que la schizophrénie. Quand je dis révéler, ça veut dire révéler, ça ne va pas créer la schizophrénie. La schizophrénie sera latente, elle sera là, elle va se révéler un jour, mais les psychédéliques vont peut-être accélérer cette maladie, l'apparition de cette maladie. Et puis, il faut être préparé à vivre cette expérience, parce qu'on a cette image des psychédéliques très colorés, où c'est qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, ce qui peut être vrai, mais il y a aussi, n'oublions pas, toute la possibilité de faire des bad trips, et si on n'est pas préparé à ça, ça peut être très 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 traumatisant. J'ai demandé à une intelligence artificielle de créer une image qui représente un trip sous LSD. Voilà l'image qui était ressortie avec une forme de dépersonnalisation, avec une dissolution de l'ego. Si on n'est pas prêt à ça, si on n'est pas déjà habitué aux états de conscience modifiés, ça peut être vraiment traumatisant. Alors les amis, je vous connais, et on connaît l'être humain, quand on lui dit que c'est interdit, il aura certainement envie d'essayer, surtout que, comme on l'a vu, il peut y avoir aussi, il y a forcément des côtés négatifs, mais il y a aussi des points positifs. Donc peut-être que vous avez envie d'essayer, et si c'est vraiment votre cas, prenez-en la responsabilité, mais au moins suivez ces 2 conseils que je vais vous donner maintenant. Il y a 2 choses auxquelles il faut faire attention quand on prend des psychédéliques, c'est notre set-in et notre set-out. Le set-in, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et le set-out, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de soi. Je m'explique. Déjà, dans le set-in, assurez-vous d'être en bonne santé. Ne prenez des psychédéliques que si vous êtes en bonne santé. Deuxième point très important, ne pas souffrir de maladies psychologiques. Si vous avez la moindre maladie psychologique, vous avez besoin d'aide. Vous devez être aidé par un professionnel. Ne tentez pas de vous aider par vous-même avec des psychédéliques. Allez voir un thérapeute peut être spécialisé dans les états de conscience modifiés, par exemple l'hypnose. Et si vous pensez que seuls les psychédéliques pourront vous aider, il existe en Suisse notamment quelques thérapeutes qui ont le droit à titre expérimental d'utiliser les psychédéliques. Renseignez-vous, allez les voir, eux, mais ne faites jamais ça par vous-même. Autre point important, on ne mélange pas. Il faut être complètement sobre de toute substance médicamenteuse ou d'autres substances psychoactives. Pas d'alcool, on ne mélange surtout pas avec l'alcool. Je recommande même au moins 1 semaine d'abstinence de toute substance si vous souhaitez prendre des psychédéliques. On ne sait pas, on ne connaît pas les risques qu'il peut y avoir avec les mélanges, donc faites très attention à ça. Et puis surtout, il faut être
à l'aise avec vous-même. Il faut que vous vous sentiez en sécurité le jour où vous prenez des psychédéliques. Il faut vous sentir bien avec vous-même, en confiance et en sécurité. Et puis dans le set out, dans ce qui est à l'extérieur, eh bien, assurez-vous de créer un environnement chaleureux, un environnement sécurisé, où vous vous sentez bien. Un trip sous LSD, par exemple, peut durer jusqu'à 12 heures, voire parfois plus. Donc assurez-vous d'être confortable dans ces 12 heures, de ne pas être dérangé. Vous pouvez vous créer un environnement calme, serein, avec des bougies, une petite musique agréable, de la nourriture agréable pour vous, réconfortante, avoir peut-être un objet réconfortant près de vous. Deuxième point, toujours être accompagné de personnes bienveillantes. Ne faites pas ça avec des inconnus, en tout cas évitez de le faire avec des totales inconnus. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Et au moins avec une personne qui s'y connaisse, qui a déjà fait l'expérience des psychédéliques, ou au moins des états de conscience modifiés plus larges. Faites ça avec quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans, qui saura vous guider et qui saura vous rassurer s'il y a quelque chose qui vous fait peut-être bad tripper. Et puis, ayez une intention. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi c'est important? Quelle est votre intention? Est-ce que c'est une intention d'aller explorer une part de vous-même? Est-ce que c'est une intention d'aller rechercher des réponses? Pourquoi vous souhaitez prendre des psychédéliques? Et cette intention, il faudra qu'elle vous accompagne tout au long du voyage. Alors on l'a vu, les substances psychédéliques sont un excellent moyen pour décaler son état de conscience, pour modifier son état de conscience, pour aller se guérir, mais elles sont complètement illégales. Et on a de la chance, il existe d'autres façons de décaler son état de conscience, de modifier son état de conscience, et notamment l'hypnose. Et on a énormément de chance parce que l'hypnose est également extrêmement étudiée par le monde scientifique. Il y a plus de 4000 études qui portent sur l'hypnose, avec des résultats validés par la science. Et des résultats validés également dans les mêmes domaines que nos amis les psychédéliques, à savoir tous les troubles de l'anxiété, pour les TOC, pour les dépendances et pour les dépressions. Finalement, comme les psychédéliques, l'hypnose permet de prendre du recul sur l'iceberg, permet d'aller voir dans le jeu de cartes pour aller sortir d'autres cartes. Et alors moi, dans ma pratique, plus je pratique justement l'hypnose, plus je remarque que les gens n'ont pas besoin d'être hypnotisés. Ils ont plutôt besoin d'être déshypnotisés. On l'a vu, notre cerveau nous fait croire que ce qui dépasse de l'iceberg, c'est ça la réalité, alors que la réalité est beaucoup plus grande. C'est comme si notre cerveau nous hypnotisait à nous faire croire que la réalité était ça, alors qu'il existe quelque chose de beaucoup plus vaste, d'autres possibilités, d'autres solutions. Et grâce à la déshypnose, c'est comme si on pouvait prendre, comme avec les psychédéliques, de la distance par rapport à tout ça. C'est comme si on arrivait, finalement, comme avec les psychédéliques, à se reconnecter à un amour profond. Comme si on arrivait à se reconnecter à une réalité remplie d'amour. Et c'est ça qui nous permettrait de grandir et qui nous permettrait de trouver des solutions à nos problématiques. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. C'est d'aller à la rencontre de cette réalité lumineuse, de cette réalité déshypnotisée, à la rencontre d'une part de vous déshypnotisée, une part de vous remplie d'amour, que vous puissiez lui transmettre une problématique que vous avez et que vous puissiez observer ce qui se passe quand vous transmettez cette problématique à cette part de vous. Alors si vous êtes d'accord, je vous propose de vous installer confortablement, si possible de mettre un casque sur les oreilles histoire d'être bien immergé dans l'expérience. Vous pouvez vous allonger ou vous mettre en position active, un peu comme une méditation, c'est égal. Sentez ce qui semble le plus juste pour vous reconnecter à cette part de vous, cette part lumineuse, cette part déshypnotisée. Et quand vous êtes prêt, on va se lancer dans cette expérience de déshypnose qui commence maintenant. Alors vous pouvez tout simplement fermer les yeux, prendre une grande et profonde respiration pour se reconnecter déjà à son corps. Quand on ferme les yeux, on met un voile entre l'extérieur et l'intérieur. C'est une façon de dire au corps « Ok, je me connecte, je suis avec toi ». Prenez ce temps pour faire ça. Et puis, progressivement, on va faire comme avec les psychédéliques, on va poser une intention.
on aura accès à une part de nous très lumineuse. Donc, emportez cette intention avec vous pour la transmettre ensuite avec cette transe à cette part lumineuse. Voilà, prenez quelques instants pour vous connecter à la voix, pour vous connecter à vous. Et vous allez pouvoir faire les choses à votre rythme. Déjà, dans un premier temps, connectez-vous à une partie, à une zone sur votre front. Une zone qui est là. Dans certaines traditions, on appelle ça le troisième œil. Vous vous connectez à cette zone. Certaines personnes auront envie d'imaginer une lumière à cet endroit-là, d'autres vont peut-être imaginer ou ressentir une sensation. Et puis chez d'autres personnes, ça sera juste comme se focaliser à un endroit. Un endroit où on est bien, et toutes nos pensées d'un seul coup peuvent s'apaiser, juste en se focalisant à cet endroit-là. Imaginez cette lumière. Une lumière qui peut déjà créer des sensations à l'intérieur. Et vous pouvez vous imaginer à vous amuser même à faire grandir cette lumière et voir qu'est-ce que ça fait en vous. Vous savez, on parle de la puissance de l'intention. Donc, envoyez cette intention pour que la lumière grandisse à cet endroit-là. Et observez ce qui se passe dans le reste du corps quand la lumière grandit le long de votre corps. Quand quelque chose s'ouvre comme ça. Quelque chose se calme. Vous êtes dans cette expérience, vous avez les yeux fermés, il y a cette lumière qui grandit. Vous entendez la voix et comme quelque chose à l'intérieur de vous qui peut s'apaiser encore plus. Vous faites grandir cette lumière de plus en plus avec toujours ce centre, très agréable au centre du front. Et puis, progressivement, cette intention de se connecter à un être lumineux, à un être rempli d'amour, à un être complètement déshypnotisé, comme un être qui nous dépasse, qui dépasse notre réalité, qui transcende la réalité à l'aide de cette transe, eh bien, vous allez imaginer que la lumière descend. Parfois, on peut même la sentir, cette lumière descendre. Parfois, on peut l'imaginer, la voir, la descendre le long du nez, de la bouche. Et plus elle descend, plus ça peut créer quelque chose, comme une longue descente en vous. La voir descendre dans la gorge, au niveau de la nuque. Parfois, ça crée de la détente quand ça descend à cet endroit-là. Et puis, progressivement la faire descendre dans le cœur et observer comme cette lumière va se mélanger à la lumière du cœur. Comme créer quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus lumineux, comme si le cœur pouvait pulser cette lumière très très loin. Voilà, comme ça. Et ressentir ce qui se passe dans cette ouverture de cœur. Quelque chose de très lumineux, comme un tunnel très lumineux que vous allez pouvoir gentiment emprunter, faire un premier pas à l'intérieur de ce tunnel et peut-être déjà voir ce qui vous attend de l'autre côté du tunnel, comme un être lumineux qui vous attend. Un être qui a accès à une réalité beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. C'est comme se connecter à son âme, c'est comme se connecter à un guide. Quelque chose de bienveillant, une part de vous bienveillante, remplie d'amour.
avec cette volonté d'avancer, comme magnétiquement attiré par cette ouverture qui vient de se proposer. Vous avancez en direction de vous-même et c'est comme si plus vous avanciez, plus une reconnexion avec ce vous-même pouvait se faire. Ce personnage est là. Il vous regarde. Observez toute la bienveillance qu'il peut y avoir dans son regard et ressentez à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça peut faire. Il est là, il vous accueille avec un bonjour. Comme si ces mots « bonjour » pouvaient résonner de façon différente. Comme si ce bonjour allait générer en vous la possibilité de passer enfin un bon jour, une bonne soirée, une bonne nuit. Et vous, vous êtes là, devant lui, avec cette humilité qu'on peut avoir devant ce genre de rencontre. Et il y a cette attention que vous portez avec vous, peut-être une problématique que vous souhaitez régler. Alors, prenez cette problématique. Je ne sais pas si vous l'aviez mise dans un sac à dos, si vous l'aviez juste portée dans votre cœur. Quoi qu'il en soit, prenez-la, cette problématique, et confiez-la à cette part lumineuse, remplie d'amour. Et regardez ce qu'elle en fait. Regardez comme elle vient y mettre de la lumière dans cette problématique. Comme si d'un seul coup, on pouvait voir d'autres choses, comme si on pouvait avoir accès à d'autres solutions, à d'autres visions. Parfois, la part lumineuse va juste porter sa main quelque part, poser sa main sur une partie de votre corps ou sur une partie de la problématique, peut-être les deux également. Comme si cette triangulation de l'énergie pouvait se faire, quelque chose pouvait se transmettre, une transformation avec cette transe agréable. Avoir accès à d'autres solutions, avoir accès à d'autres visions. Parfois, on comprend tout de suite et parfois, c'est comme si c'était seulement au plus profond de nous-mêmes que c'était compris. Et on peut sentir à l'intérieur du corps que quelque chose avec cette énergie d'amour, cette énergie de bienveillance, cette lumière, comme si quelque chose pouvait changer. Vous êtes dans cette expérience. Profitez de cette guérison intérieure. Profitez de cette lumière, de cette reconnexion avec vous-même. Et ça peut être très agréable. Imaginez cette lumière qui rentre en vous. C'est comme si quelque chose pouvait s'ouvrir, quelque chose pouvait s'agrandir. Comme si la lumière pouvait progressivement éloigner l'ombre. Et plus cette lumière est forte, plus l'ombre disparaît. Imaginez une lampe, une lumière grandir encore plus grâce à cette expérience. Et progressivement, quelque chose peut se dissoudre, peut se transformer, peut être libéré. Et ça peut être tellement agréable.
Profitez de cette expérience. Et je me demande ce que vous allez dans quelques instants ramener avec vous de cette expérience. Être en contact comme ça avec un moi supérieur, avec un moi beaucoup plus grand, un moi qui a accès à une réalité beaucoup plus vaste, ça change, n'est-ce pas? Alors, pendant quelques instants de silence, vous allez pouvoir simplement profiter de cette expérience. Vous laissez guider par les ressentis, vous laissez nourrir par ce qui doit être nourri. Et vous laissez transformer par ce qui doit être transformé. Tout simplement, en silence. Et quand vous sentirez que c'est le bon moment, eh bien, vous pourrez simplement dire merci. Merci à cette reconnexion, merci à cet être qui a accès à toute la réalité. En vous rappelant qu'à n'importe quel moment, vous pouvez vous reconnecter à lui. À n'importe quel moment, il est là. Il est là et vous avez accès à cette réalité augmentée. Ça vous permet d'aller au-delà, au-delà de ce que votre cerveau est capable de vous raconter sur vous, sur votre vie. Il est là pour vous montrer la voie, pour vous montrer le chemin que vous devez prendre, jusqu'où vous pouvez aller, et vous montrer l'infinité des possibles de votre chemin de vie. Ressentez tout son amour, ressentez toute la bienveillance, ressentez la tendresse, la fierté qu'il a pour vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez le prendre dans vos bras. Et en faisant ça, c'est comme si il y avait une part de lui, une lumière qui venait s'incruster en vous. Un lien très très fort avec vous-même. Comme une porte qui maintenant serait toujours ouverte. Une porte qui serait là, qui vous accueillerait quand vous en auriez besoin. Un endroit où vous vous sentez bien, respecté, aimé. Où vous pouvez être vous-même. Et aimer en étant vous-même. Alors, prenez le temps qu'il vous faut pour dire merci à cet être. Merci de vous accompagner. Lui envoyer aussi de l'amour et ressentir qu'est-ce que ça fait quand on envoie de l'amour et qu'on en reçoit en retour par effet miroir.
Et puis progressivement, se reconnecter à ce monde avec, cette fois-ci, un état de conscience différent, comme si on avait rapporté quelque chose. Vous savez, on dit que les voyages forgent la jeunesse, mais je reste persuadé que les voyages forgent tout court. Et là, vous êtes parti dans un voyage et vous allez ramener quelque chose de ce voyage. Progressivement, reconnectez-vous à ce qu'on appelle le monde réel, peut-être simplement en rouvrant les yeux, en prenant bien le temps de vous étendre, de vous reconnecter. Oh là là, ça peut faire du bien. Bonjour, bienvenue. Voilà, ça fait du bien de se reconnecter à soi. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Bien sûr, c'est dans l'espace commentaire que vous allez pouvoir nous envoyer tout votre amour aussi au travers de vos questions et au travers de vos commentaires. Lâchez-vous, sentez-vous libre d'écrire ce que bon vous semble. Bien sûr, s'il y a des questions, je réponds normalement à tous les commentaires. Et juste avant de terminer cette conférence, j'aimerais moi vous poser une question. D'ailleurs, vous pouvez peut-être répondre à cette question dans les commentaires. Toutes les images que vous avez vues durant cette conférence ont été créées par une intelligence artificielle. Et ma question est la suivante. On remarque que l'intelligence artificielle est aujourd'hui très développée et ça va se développer de façon exponentielle. Qu'est-ce qui nous différencie, nous? Qu'est-ce qui nous reste, nous? À nous, êtres humains, par rapport aux machines, si ce n'est la conscience. Et d'où l'importance de travailler et de développer cette conscience. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous de m'avoir écouté. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube que vous pouvez trouver ici. Je suis sûr qu'elles vous plairont. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Salut. Ciao.